Le chapitre suivant va concerner l'ensemble fonctionnel du coude, puis de l'avant-bras, et enfin l'ensemble fonctionnel du poignet. Ces trois groupes fonctionnels suivants préparent le geste de la main, préparent la finalité de l'usage de la main. L'articulation du coude peut répondre à trois définitions. Premièrement, le coude anatomique, qui est l'articulation intermédiaire entre le bras et l'avant-bras. Deuxièmement, un coude morphologique, qui est l'association de trois articulations. Une articulation huméro-ulnaire, qui est une trochlée, une articulation huméro-radiale, qui est une condylarthrose, et une articulation radio-cubitale ou radio-ulnaire supérieure, qui est une trochoïde. Mais ces trois éléments sont maintenus dans une cavité articulaire unique, avec une synoviale commune, une capsule articulaire commune et des ligaments en partie communs. Voici sur cette diapositive le coude anatomique morphologique. Une articulation huméro-ulnaire qui est une trochlée, avec un interligne serré, une articulation huméro-radiale, condylarthrose, et l'articulation radio-ulnaire supérieure qui est une trochoïde. La synoviale est commune, ainsi que une partie de la capsule et des ligaments. Voici une deuxième représentation du coude, et cette fois-ci c'est le coude fonctionnel. Il y a en fait une seule articulation qui intervient dans le coude fonctionnel. C'est l'articulation huméro-ulnaire, articulation trochléenne avec un interligne articulaire serré, qui dirige les mouvements de flexion-extension du coude. La seconde articulation, l'articulation huméro-radiale, est une articulation d'accompagnement. Elle n'intervient pas dans la direction des mouvements, l'interligne est large, et elle accompagne à la fois l'articulation huméro-ulnaire, mais aussi l'articulation radio-ulnaire supérieure, qui appartient à l'ensemble fonctionnel de la pronosupination. Les schémas suivants représentent en détail les surfaces articulaires de l'humérus d'une part et aussi de l'ulna. Le premier schéma en haut et à gauche représente l'épiphyse distale de l'humérus, c'est-à-dire que au quart distal de la diaphyse humérale, qui est arrondi triangulaire, le squelette s'élargit transversalement pour former ce qu'on appelle la palette humérale. Cette palette humérale, élargie dans le sens transversal, présente des surfaces articulaires recouvertes de cartilage, avec la trochlée tout d'abord, trochlée qui a la forme classique d'une poulie, avec une gouttière verticale, et deux surfaces en diabolo, la surface médiale descendant plus bas que la surface latérale. En allant vers l'extérieur, la trochlée se poursuit par une zone intermédiaire, qui est en biseau, puis se termine par le capitulum qui a un volume d'une demi-sphère, qui intervient dans l'articulation huméro-radiale, comme on l'a vu précédemment. Deux processus extra-articulaires sont présents, l'épicondyle médial d'une part, à l'opposé l'épicondyle latéral, qui sont des sites d'insertion musculaire. Le pointillé représente une fossette, une cavité, sur la face dorsale de la palette humérale, cavité qui va admettre une excroissance, une épiphyse extra-articulaire de l'ulna. Le schéma en bas et à gauche représente les surfaces articulaires de l'épiphyse proximale de l'ulna. L'ulna est élargi et volumineux dans sa partie proximale, avec une incisure trochléaire qui est concave, dirigée en position de référence en haut et en avant, avec une crête médiane, verticale, puis horizontale, crête qui vient s'articuler dans le diabolo de la trochlée humérale. Cette incisure trochléaire se poursuit sans discontinuité avec une surface cartilagineuse, surface qui est sur la face latérale de l'ulna, qui est légèrement concave et qui représente l'incisure radiale, là où vient s'articuler la tête du radius. Cette extrémité, cette épiphyse proximale de l'ulna,
présente deux reliefs osseux. Tout d'abord le processus coronoïde, avec le radical couronne, processus coronoïde qui forme un relief qui vient buter dans la partie ventrale de la palette humérale. Mais également une deuxième structure qui a un volume important, un relief osseux palpable en sous-cutané, c'est l'olécrâne ou processus olécrânien qui lui se dirige vers la face postérieure de l'humérus. Et c'est dans cette fossette en pointillé, dans le schéma en haut et à gauche, que vient se positionner l'olécrâne lorsque le coude est en extension. Le schéma en haut et à droite montre un détail géométrique important. En effet, le coude en extension, les diaphyses de l'humérus et diaphyses de l'ulna sont dans le même prolongement vertical. Mais tant l'épiphyse distale de l'humérus que l'épiphyse proximale de l'ulna sont courbées vers l'avant selon un angle de 45 degrés pour chacune. Cette angulation va permettre des mouvements d'extension mais surtout de flexion d'amplitude beaucoup plus importante que si les surfaces articulaires étaient dans le prolongement l'une de l'autre. En effet, on aurait dans ce cas-là une butée du processus coronoïde lors de la flexion du coude seulement à 90 degrés. Et on va voir que cette amplitude de mouvement est en fait beaucoup plus importante que 90 degrés. On retrouve les surfaces articulaires, cartilagineuses, la trochlée de l'humérus et l'incisure trochléaire de l'ulna. Les mouvements du coude se limitent donc au mouvement de flexion-extension. Sur le schéma en haut et à gauche, le trait bleu représente l'alignement vertical des deux diaphyses, humérale et ulnaire. On part donc d'une position de référence à 0 degré et on peut obtenir une amplitude de flexion de 145 degrés lorsque le mouvement est actif. Cela signifie que c'est la contracture musculaire volontaire de l'individu qui intervient et qui amène l'avant-bras en regard du bras avec une amplitude de 145 degrés. Mais pour cela, les muscles doivent se contracter. Alors que, en mouvement de flexion du coude passive, cette flexion passive signifie que c'est l'examinateur qui fléchit le coude du patient. Il n'y a pas de contracture musculaire, donc on peut gagner quelques degrés jusqu'à 160 degrés en flexion passive. Le schéma en bas et à gauche représente la trochlée de l'humérus, avec ses deux surfaces asymétriques, une qui est plus large, c'est la partie ou le compartiment médial par rapport au compartiment latéral. La zone dite de flexion est représentée en rouge. Et en effet, à ce niveau-là, sur la face ventrale de l'humérus, la gouttière est verticale. Par contre, en bleu, c'est l'axe d'extension avec une gouttière qui n'est non plus verticale, mais légèrement oblique, en bas et latéralement. Lorsque l'individu est en flexion du coude, c'est ce que montre le schéma en bas et à droite, les deux segments du membre supérieur, avant-bras et bras, sont dans le même alignement superposé. Par contre, en extension, l'incisure trochléaire du cubitus ou de l'ulna vient s'aligner sur l'axe d'extension qui, lui, n'est plus strictement vertical mais oblique en bas et latéralement. Il en résulte un déplacement, un décalage de l'avant-bras par rapport au bras latéralement. Tout déplacement latéral est un valgus en anatomie, tout déplacement médial un varus. Et bien dans ce cas, on a un cubitus valgus, un angle entre la direction de l'avant-bras et du bras qui est de 160 degrés. L'articulation huméro-radiale est une articulation, encore une fois, d'accompagnement avec un interligne large. C'est une condylarthrose. Elle met en présence le capitulum de l'humérus, ou condyle radial de l'humérus, une zone qui a la forme d'une demi-sphère, recouverte de cartilage articulaire, qui se poursuit sans discontinuité avec la zone condylotrochléaire, qui fait un pont entre le capitulum et la trochlée humérale. Ceci s'articule avec la tête du radius, qui est légèrement ovoïde, et la surface supérieure ou proximale de la tête du radius
est légèrement concave, c'est la cupule radiale. Cupule radiale qui s'articule avec le capitulum ou condyle radial. Cette surface présente un biseau radial qui lui correspond spécifiquement à la zone condylotrochléaire. Dans la partie inférieure, c'est une coupe sagittale qui n'est pas médiane, qui est légèrement latérale, coupe sagittale qui passe par l'humérus et le capitulum, ainsi que le radius. Dans cette situation, le coude est en flexion. Tout d'abord, le condyle huméral, orienté ventralement, a sa forme spécifique d'une demi-sphère. La palette humérale, élargie transversalement, est par contre amincie dans le sens ventrodorsal. Elle est amincie par la fossette olécrânienne, unique, dorsalement, qui admet le relief de l'olécrâne lorsque le coude est en extension, et une fossette radiale, ventrale. Il y aura aussi une fossette ulnaire plus médialement, et cette fossette radiale admet une partie du volume de la tête du radius lors du mouvement de flexion. Mais comme on peut le constater, il y a une zone amincie, de fragilité, et c'est là que se développent, lors de chutes ou lors de mouvements violents, les fractures de la palette de l'humérus. Voyons maintenant l'appareil capsulaire ou capsulo-ligamentaire pour l'ensemble fonctionnel du coude. L'appareil de maintien est commun avec une capsule articulaire commune pour les trois articulations que nous avons détaillées précédemment. Il y a deux schémas. Le schéma en haut est une vue ventrale de l'articulation du coude et une coupe sagittale dans la partie inférieure. Premièrement, en extra-articulaire se trouvent les épicondyles, épicondyle médial et épicondyle latéral. Le schéma en haut représente la périphérie de l'insertion de la capsule articulaire du coude. Cette capsule articulaire du coude commence avec un cercle très imparfait sur la face ventrale de la palette de l'humérus. Elle laisse en extra-articulaire l'épicondyle latéral, l'épicondyle médial, mais inclut les fossettes, fossette radiale, fossette ulnaire, qui sont sur l'humérus. En direction médiale, la capsule continue verticalement et fait un pont entre l'humérus et l'ulna. Pont entre l'humérus et l'ulna qui va être sur la face ventrale conforté par un faisceau du ligament collatéral ulnaire, c'est le faisceau antérieur. Donc le bec du processus coronoïde qui est angulaire, ce bec est inclus dans l'articulation, dans la capsule articulaire, puis la capsule se poursuit sur la face latérale de l'ulna, incluant l'incisure radiale de l'ulna, puis elle passe au niveau du col du radius et remonte ensuite verticalement en direction de l'épicondyle latéral en englobant le col radial, la tête radiale et le capitulum. Le schéma qui est en bas, en coupe sagittale, montre l'insertion dorsale de la capsule, insertion dorsale qui remonte relativement haut à la jonction diaphyse-épiphyse et qui englobe la fossette olécrânienne. Les reliefs osseux sont représentés par la diaphyse de l'humérus, la zone rétrécie sur la palette humérale, puis à ce niveau-là, la trochlée de l'humérus. Appartenant à l'ulna, on a le relief de l'olécrâne qui en extension se loge dans la fossette olécrânienne, et ventralement, le processus coronoïde dont le bec est inclus dans la capsule articulaire. Ce schéma montre les surfaces cartilagineuses, ainsi que la membrane synoviale en couleur orange, qui développe des récessus, des cul-de-sac, aussi bien en situation ventrale que dorsale. Et c'est ainsi que le bec de l'olécrâne et le bec du processus coronoïde sont intracapsulaires, mais extrasynoviaux. Le schéma suivant
va nous permettre de représenter les ligaments collatéraux. Ligaments collatéraux qui sont en grande partie sur la face latérale ou médiale et qui laissent partiellement découvert la face ventrale, plus largement la face dorsale de cet ensemble articulaire. Sur le schéma en haut, c'est le ligament collatéral ulnaire qui est représenté, ligament collatéral ulnaire qui est triangulaire en 3 faisceaux, avec un sommet sur l'épicondyle médial et une base sur l'ulna. L'épicondyle médial est en partie dégagé puisque ce sont des muscles qui vont s'insérer à ce niveau, et on a ainsi successivement, appartenant au ligament collatéral ulnaire, le faisceau antérieur qui va sur le processus coronoïde de l'ulna, le faisceau moyen qui se poursuit par un large faisceau postérieur, en numéro 3, faisceau postérieur qui s'insère sur l'olécrâne, alors que les 2 précédents s'insèrent sur le processus coronoïde. Ce ligament, qui est très solide, est renforcé par un faisceau qui fait un pont entre le faisceau moyen et le faisceau postérieur du ligament collatéral ulnaire, qu'on appelle le ligament de Cooper, ou ligament arciforme, et qui renforce à la fois le faisceau moyen et le faisceau postérieur. Sur le schéma en bas et à gauche, on retrouve ces éléments qui ne sont pas strictement dans un plan sagittal, mais qui ont tendance, au contraire, à envelopper l'articulation. Le ligament collatéral radial, représenté sur le schéma en bas et à droite, est bâti sur le même principe. Il est bâti avec 3 faisceaux, un faisceau antérieur en numéro 1, un faisceau moyen en numéro 2, mais ces 2 faisceaux ne sont pas parallèles, ils sont au contraire écartés, séparés l'un de l'autre, et ils s'insèrent sur l'humérus, l'épicondyle latéral, ça c'est la proximalité, et en distalité, ils s'insèrent sur l'ulna, mais de part et d'autre de l'incisure radiale de l'ulna, laissant ainsi la place pour la tête du radius. Le 3e faisceau, numéro 3 du ligament collatéral radial, est aussi triangulaire, avec un sommet huméral, une base sur l'olécrâne. Ce faisceau est court, très solide, et renforcé par un muscle du coude, le muscle anconé, muscle qui s'insère sur l'épicondyle latéral et, avec une surface plus importante, sur l'olécrâne. Le ligament collatéral ulnaire, comme le ligament collatéral radial, sont très solides, et il faut une force importante, une énergie importante pour déchirer ces ligaments et provoquer une luxation du coude. Le schéma, en bas et à gauche, est une vue de face et permet de mieux comprendre l'orientation des faisceaux des ligaments collatéraux. Premièrement, le ligament collatéral ulnaire n'est pas strictement dans un plan sagittal. En effet, le faisceau antérieur s'insère véritablement ventralement sur le processus coronoïde et le faisceau moyen sur la partie médiale du processus coronoïde. La portion du ligament collatéral radial est ici schématisée avec les 2 premiers faisceaux, faisceau antérieur et faisceau moyen, qui sont légèrement écartés et permettent la mise en place de la tête du radius entre chacun d'eux. L'ensemble fonctionnel de la pronosupination intervient entre les 2 os de l'avant-bras, entre radius et ulna, et ce sont des mouvements de rotation, globalement, de l'avant-bras autour de son axe, entraînant la main avec eux. Le mouvement de pronation est un mouvement de rotation interne qui amène le pouce en situation médiale et la paume de la main en orientation dorsale. La pronation, c'est le radical prendre, c'est la position de préhension fine des doigts. À l'opposé, le mouvement de supination, qui a le radical supplié, est une rotation latérale qui amène le pouce en dehors et la paume de la main en orientation ventrale, c'est la position de référence anatomique. Ce schéma représente une vue ventrale des 2 os de l'avant-bras, 2 os longs, qui sont inversés point par point.
En effet, la tête du radius est proximale et de petit volume, alors que l'épiphyse distale du radius est large et volumineuse. C'est l'inverse pour l'ulna, avec une extrémité proximale qui est volumineuse, alors que la tête ulnaire est distale et de petit volume. Il y a donc deux articulations séparées pour leur structure. Une articulation radio-ulnaire supérieure, qui est une trochoïde, qui fait intervenir la tête radiale, et une articulation radio-ulnaire inférieure, qui est aussi une trochoïde, faisant intervenir la tête ulnaire, avec un seul axe de rotation, qui est vertical et en rouge sur le schéma, axe de rotation qui passe par le centre de rotation de la tête radiale et le centre de rotation de la tête ulnaire. C'est l'axe fonctionnel de l'avant-bras qui doit être respecté pour des mouvements efficaces et d'amplitude suffisante. Donc sur le plan anatomique descriptif, il y a deux articulations semblables mais distantes l'une de l'autre, et sur le plan fonctionnel, il y a une seule articulation en deux parties. Ce schéma représente les éléments constituant l'articulation radio-ulnaire supérieure, qui encore une fois est une trochoïde. Elle met en présence la tête du radius qui est un segment de cylindre ou ovoïde très déformé, irrégulier, avec une portion verticale qui va s'articuler dans l'incisure radiale de l'ulna. Sur le schéma de la tête radiale, il y a bien sûr la surface supérieure qui est légèrement concave, qui s'articule, comme on l'a vu, avec le condyle de l'humérus, et la zone en biseau. L'incisure radiale, sans discontinuité par rapport au restant de la surface cartilagineuse, est légèrement concave, et cette incisure radiale est renforcée par le ligament annulaire. Ce ligament annulaire a des fibres d'orientation horizontale. Il est inséré sur chacun des bords de l'incisure radiale de l'ulna, sur le bord postérieur, sur le bord antérieur, ce sont des insertions verticales, et surtout ce ligament annulaire est doublé sur sa face interne, sa face profonde, par du fibrocartilage, qui bien sûr va favoriser les mouvements de rotation de la tête radiale au niveau de l'incisure radiale de l'ulna. Cet ensemble de schémas représente l'articulation radio-ulnaire supérieure dans ses mouvements spécifiques, mouvements de supination ou pronation, avec deux coupes transversales dans la partie haute de l'écran. Premièrement, en situation de supination. En situation de supination, on voit que le périmètre de la tête du radius n'est pas du tout cylindrique de façon parfaite, mais est ovoïde. Et en position de supination, le grand axe de l'ovoïde de la tête du radius est d'orientation ventrodorsale. C'est ce qui est représenté sur le diagramme en bas, avec la diaphyse humérale et la diaphyse radiale qui sont parallèles l'une à l'autre, sans contact. Mais dans le mouvement de pronation, le grand axe qui était ventrodorsal de la tête du radius devient transversal. Ceci met en tension le ligament annulaire, mais surtout va dégager la tubérosité bicipitale du radius, où s'insère, on le verra, le muscle biceps, va dégager cette tubérosité bicipitale du radius pour éviter un contact et un blocage contre la diaphyse ulnaire. C'est le rôle de cette tête ovale qui est fragile, maintenue seulement par le col en direction de la diaphyse, mais qui permet un mouvement d'inclinaison et qui évite le contact de la tubérosité bicipitale du radius avec l'ulna. Voyons maintenant, pour terminer, l'articulation radio-ulnaire supérieure dans sa totalité. Avec un premier schéma en haut et à droite, qui est une coupe frontale de cet ensemble fonctionnel. On reconnaît du côté ulnaire l'incisure trochléaire de l'ulna, la périphérie de l'insertion de la capsule articulaire autour de l'épiphyse ulnaire, puis latéralement, la tête du radius
et le col du radius. Premièrement, le ligament annulaire a un rôle de maintien de la tête du radius contre l'ulna. Le ligament annulaire est représenté en coupe avec ses deux plans, le plan fibreux et le plan cartilagineux en regard de la cavité articulaire. Mais le col du radius et l'ulna sont maintenus l'un à l'autre par le ligament carré de Dénucé, un ligament épais, solide, qui fait le pont entre radius et ulna. Le schéma en haut et à gauche représente le col du radius qui a été sectionné avec l'amputation de la tête radiale, mais ils sont représentés le ligament annulaire et le ligament carré. Ce ligament carré a d'une part le rôle d'un maintien, d'une cohésion entre le radius et l'ulna, mais aussi il va limiter l'amplitude de mouvement. Ce ligament carré va subir des forces de tension, d'étirement, aussi bien en mouvement de supination que pronation. Dans un traumatisme grave, il peut être bien sûr déchiré. Le ligament annulaire et le ligament carré sont, de façon spécifique, des épaississements de la capsule et non pas des ligaments à distance indépendants comme on a vu dans l'articulation de l'épaule. Le schéma ou diagramme en haut et à gauche rappelle la structure du ligament collatéral radial avec ses trois faisceaux et le ligament annulaire qui fait partie de cet ensemble du ligament collatéral radial. L'articulation radio-ulnaire inférieure ou trochoïde est en partie plus simple. Elle va mettre en présence l'épiphyse distale du radius et la tête ulnaire. L'épiphyse distale du radius présente une petite surface cartilagineuse. Sur sa face médiale et verticale, c'est l'incisure ulnaire. Elle est concave, elle va s'articuler avec la tête ulnaire, qui elle est convexe, avec, là encore, une surface cartilagineuse beaucoup plus restreinte que ce que l'on avait pour l'articulation radio-ulnaire supérieure. La styloïde, ou processus styloïde radial, est volumineux, c'est celui qui est le plus distal par rapport aux deux os de l'avant-bras, qui descend plus bas, plus en distalité, que le processus styloïde ulnaire. La cohésion entre ces deux pièces squelettiques est assurée par un ligament triangulaire. Ligament triangulaire qui a une base radiale, un sommet ulnaire au niveau du processus styloïde ulnaire, et comme le ligament carré, ce ligament triangulaire va subir des forces de torsion selon les mouvements de pronation ou supination. Ce ligament triangulaire est très solide, et sur le plan de sa structure, le schéma en bas et à gauche permet de le détailler, avec la tête ulnaire qui est recouverte de cartilage articulaire, la première rangée des os du carpe qui est immédiatement en distalité, et interposé entre les deux, le ligament triangulaire qui, sur ses deux faces, proximale et distale ou supérieure et inférieure, est recouvert de fibrocartilage. Ce ligament triangulaire représente une articulation d'accompagnement entre la tête ulnaire et l'os du carpe correspondant. Il reste le schéma en bas et à droite qui fait la synthèse avec l'articulation radio-ulnaire supérieure, qui est maintenue par le ligament annulaire et le ligament carré. L'équivalent en distalité pour l'articulation radio-ulnaire inférieure, avec le ligament triangulaire. Mais entre les deux, il y a un ligament ou membrane interosseuse. Ce ligament ou membrane interosseuse est un tissu conjonctif avec des faisceaux de collagène qui s'entrecroisent, qui débutent en distalité de la tubérosité bicipitale du radius et qui s'arrête au niveau de l'articulation radio-ulnaire inférieure. Ce ligament ou membrane interosseuse est en fait une cloison entre
la loge musculaire dorsale et la loge musculaire ventrale. Ce ligament interosseux est tendu en position de supination. Il a un rôle très important sur le plan physiologique, sur le plan de l'articulation et du fonctionnement des articulations radio-ulnaires supérieures et inférieures. En effet, si ce ligament ou cette membrane est blessé par un traumatisme ou par un geste chirurgical mal approprié, eh bien ce ligament ou membrane interosseuse va se calcifier et donc diminuer considérablement les mouvements de pronosupination. Donc il y a deux groupes articulaires anatomiques, plus la membrane interosseuse, qui interviennent pour des mouvements d'amplitude normale. L'ensemble fonctionnel du poignet est la structure intermédiaire entre l'avant-bras et la main. Structure complexe, tant sur le plan squelettique que ligamentaire, mais qui permet des mouvements de circumduction de la main, donc une orientation finale vers le geste qui est approprié. Le premier schéma, qui est en haut et à gauche, est une vue distale des deux os de l'avant-bras. En effet, les diaphyses se prolongeraient horizontalement au-delà de l'écran. On est en position de supination et il y a une double concavité dans la glène antibrachiale. Glène antibrachiale qui comprend successivement la partie latérale de l'extrémité inférieure de l'extrémité distale du radius, puis la partie intermédiaire, et enfin le ligament triangulaire qu'on a vu dans l'articulation radio-ulnaire inférieure, intervient comme troisième surface articulaire. Il y a une double concavité qui correspond à la convexité de la première rangée des os du carpe, avec un grand arc transversalement et un petit arc dans le sens ventrodorsal. Sur le schéma en haut et à droite, au-delà de la diaphyse du radius, on a donc l'extrémité ou épiphyse distale du radius qui descend plus en distalité dorsalement que ventralement. Donc la surface osseuse dorsale est plus distale que la surface osseuse ventrale. Si cette asymétrie n'est pas visible sur une radiographie, si elle est gommée sur une radiographie, c'est qu'il y a un traumatisme au niveau de l'extrémité distale du radius. L'amplitude, l'angulation entre l'épiphyse, la surface dorsale et la surface ventrale est uniquement de 10 degrés. Le schéma en haut et à gauche représente donc successivement, à partir de la partie médiale, le processus styloïde ulnaire, puis la tête de l'ulna, le ligament triangulaire et deux fossettes sur la face distale du radius pour admettre des os de la première rangée des os du carpe. L'élément qui vient en regard et qui s'articule avec ces surfaces, c'est le condyle carpien qui est constitué par la première rangée des os du carpe, avec une double convexité cette fois-ci, comme le schéma en bas et à droite, double convexité qui vient s'adapter dans la concavité de la glène antibrachiale. Avec successivement l'os scaphoïde latéral, l'os lunatum intermédiaire, l'os trichétrum, qui lui est médial. C'est l'os trichétrum qui s'articule spécifiquement avec le ligament triangulaire. Les os du carpe, la première rangée comme la seconde, forment une barrette osseuse transversale avec des pièces squelettiques qui sont particulièrement soudées les unes aux autres. Et elles sont maintenues, cette cohésion de barre transversale est maintenue grâce à plusieurs ligaments interosseux. La coupe sagittale, qui est sur la partie en haut et à droite, se poursuit par le lunatum. Lunatum, cet os médian dans le carpe, qui vient s'articuler sur une partie de la glène antibrachiale du radius. Plus médialement, sur le petit diagramme en bas et au milieu,
on a successivement la tête ulnaire, puis le ligament triangulaire avec ses deux surfaces recouvertes de fibrocartilage, et enfin le trichiétrum, plus distal, qui appartient aux os du carpe. Cette double convexité du condyle carpien produit deux axes de mouvement qui vont permettre des mouvements de flexion-extension du carpe, d'inclinaison radiale ou ulnaire, et en associant ces deux axes de rotation du fait de la condylarthrose, en l'associant avec les mouvements de pronosupination, eh bien on obtient un mouvement de circumduction de la main par rapport au carpe et aux os de l'avant-bras. Ce schéma représente dans le détail les deux rangées des os du carpe. Première rangée ou rangée proximale, deuxième rangée ou rangée distale. Ces deux rangées s'articulent pour la plus haute, la plus proximale, la première rangée, avec l'ensemble fonctionnel que l'on vient de voir, mais elles s'articulent également entre elles. Si ces rangées des os du carpe sont solidaires transversalement, eh bien elles sont plus mobiles dans le plan de la flexion-extension ou de l'inclinaison, et ce sont deux barrettes osseuses transversales qui s'articulent l'une par rapport à l'autre. Première rangée proximale qui comprend l'os scaphoïde. C'est la colonne du pouce, c'est la colonne la plus mobile. L'os scaphoïde est un os hybride puisqu'une partie de ses surfaces articulaires sont planes, 2/3 environ, et qu'un tiers est concave pour permettre son articulation en condylarthrose avec la deuxième rangée des os du carpe. Le scaphoïde est succédé en direction médiale par le lunatum, puis enfin par le trichiétrum. La deuxième rangée, plus distale, comprend le trapèze et le trapézoïde, deux petites pièces osseuses qui s'articulent avec le scaphoïde. Trapèze, trapézoïde. Médialement, c'est le capitulum. Et enfin, l'amatum, l'os le plus médial pour la deuxième rangée des os du carpe. Ces os sont solidaires les uns des autres dans le sens transversal grâce aux ligaments interosseux. La deuxième rangée a, comme la première, une grande courbure transversale, une petite courbure sagittale. L'articulation médiocarpienne comprend une portion d'arthrodie, donc de surface plane vers la colonne du pouce, puis une condylarthrose qui intéresse les trois os de la première rangée et deux os de la seconde rangée. Le scaphoïde, qui est à cheval sur la première et la deuxième rangée, qui déborde fortement sur la seconde, est le coordinateur des mouvements du poignet. Ce scaphoïde est fragile, il fait assez souvent l'objet de fractures, de diagnostics difficiles, et le traitement est parfois chirurgical. Sur le plan anatomique, il y a donc une arthrodie et un condyle, mais en fait, c'est une condylarthrose parce que l'arthrodie va se subluxer à chaque mouvement engendré, provoqué par la condylarthrose. L'appareil ligamentaire de l'ensemble fonctionnel du carpe est très complexe. Nous avons ici, pour le carpe droit, en haut et à gauche, une vue palmaire, en bas et à droite, une vue dorsale, en haut et à droite, une coupe sagittale médiane. Parmi les ligaments, il y a tout d'abord les ligaments radiocarpiens. Ligaments radiocarpiens qui sont communs entre les deux os de l'avant-bras, la première et la deuxième rangée des os du carpe. Le schéma en haut et à droite représente une vue palmaire, avec premièrement le ligament radiocarpien palmaire. Ce ligament radiocarpien palmaire a deux insertions proximales, une large sur la face ventrale du radius et une autre sur la face ventrale de l'ulna. Ces deux faisceaux sont orientés vers un tubercule qui appartient au capitatum, avec généralement deux faisceaux. Les faisceaux au centre s'entrecroisent, un faisceau radial, un faisceau ulnaire, le tout se termine sur un tubercule du capitatum
du carpe, c'est un ligament très solide. On l'appelle éventuellement le ligament supinateur. Pourquoi? Parce qu'il est tendu en mouvement de supination. Deuxième élément, le ligament radiocarpien dorsal. C'est l'équivalent du précédent sur la face dorsale du poignet, mais plus simplifié, avec une forme en trapèze qui s'insère sur la face dorsale du radius, qui est oblique en direction médiale et qui rejoint la première rangée des os du carpe. C'est le ligament dit pronateur parce qu'il est tendu en mouvement de pronation. Le lunatum qui est maintenu autant par le ligament supinateur que le ligament pronateur, ce lunatum, lors de traumatismes un peu violents, peut subir un mouvement de luxation, de projection, sur la face dorsale du radius, c'est ce qu'on appelle la luxation rétrolunaire du carpe, et ces deux ligaments, supinateur et pronateur, s'appellent éventuellement les freins du lunatum. Nous avons ensuite des ligaments beaucoup plus courts, mais épais, solides, très résistants au traumatisme. C'est le ligament collatéral radial, en numéro 3. Le ligament collatéral radial qui s'insère sur le processus styloïde radial pour rejoindre le scaphoïde, complété sur la partie médiale par le ligament collatéral ulnaire. Ligament collatéral ulnaire qui est en deux faisceaux. Le sommet est au niveau du processus styloïde ulnaire, puis rejoint le trichétrum ou le pisiforme. Souvent les deux. On a ensuite sur chaque face, palmaire et dorsale, des ligaments pour maintenir une cohésion entre première et deuxième rangée des os du carpe. Sur la face ventrale, c'est le ligament rayonné, représenté en orange, avec une insertion centrale commune à tous, qui est sur le tubercule du capitatum, qui envoie des prolongements presque sur tous les os, excepté le lunatum. Sur la face dorsale, ce type de ligament existe, mais il est plus simple, c'est le ligament transverse, avec une insertion dorsale primitive sur le trichétrum, puis des faisceaux qui vont sur le trapèze, trapézoïde et scaphoïde. Ces deux schémas représentent une structure spécifique, très particulière du carpe, qui est le rétinaculum des fléchisseurs, rétinaculum des fléchisseurs ou ligament annulaire antérieur du carpe. En effet, les muscles qui animent les doigts sont généralement à hauteur de l'avant-bras. Ces muscles vont donc envoyer des tendons, minces mais allongés, qui vont passer dans des coulisses, dans des poulies, pour animer les pièces squelettiques. Ces deux schémas sont une vue palmaire du rétinaculum des fléchisseurs et une coupe horizontale de la même région. Ce ligament annulaire antérieur du carpe, ou rétinaculum des fléchisseurs, est véritablement rectangulaire, avec un petit côté qui est en hauteur et une barre transversale de l'extérieur vers l'intérieur. C'est du tissu conjonctif épais, solide, qui peut rétrécir, entre guillemets, avec le vieillissement, et ce rétinaculum des fléchisseurs est inséré à la fois sur le scaphoïde, le trapèze pour sa partie latérale, inséré sur le pisiforme et l'amatum pour la partie médiale. En coupe, voici le tunnel où passent les tendons, les nerfs et les vaisseaux. C'est le rétinaculum des fléchisseurs. Le trapèze et trapézoïde sont en situation médiale. Puis vient le capitatum et l'amatum. Le trapèze, comme l'amatum, ont un tubercule. Je reprends. Le trapèze, comme l'amatum, ont un relief sur lequel s'insère le rétinaculum des fléchisseurs et forme ainsi un tunnel ovoïde. Tunnel ovoïde à la fois osseux, avec des ligaments interosseux, et enfin le rétinaculum sur la face palmaire ou face ventrale.
C'est dans ce défilé que vont passer les nerfs, les veines, les nerfs. Et si ce défilé s'avère trop étroit, malgré l'absence de... Je me suis trompé, je reprends. Si ce tunnel se révèle trop étroit, le traitement chirurgical est relativement facile, c'est d'ouvrir verticalement le rétinaculum défléchisseur et ainsi libérer la tension qui peut exister dans le canal. On voit très bien, en vert clair, les ligaments interosseux. Le canal carpien permet le passage d'artères, de veines, de lymphatiques et de bon nombre de tendons venant des muscles. Cet ensemble fonctionnel comprend donc principalement des condylarthroses qui vont se mobiliser sur deux axes et permettre des mouvements de flexion-extension du carpe ou d'inclinaison, inclinaison radiale ou ulnaire. Ce premier schéma va faire intervenir les mouvements de flexion-extension. C'est une vue de profil de l'ensemble fonctionnel avec l'extrémité ou l'épiphyse distale du radius, les os du carpe, première rangée en bleu, deuxième rangée en rouge, puis un métacarpien en rouge. Pour la flexion-extension, l'axe de rotation est transversal et l'extension, globalement, a une amplitude de 85 degrés. 85 degrés qui sont répartis entre 35 degrés pour l'articulation radiocarpienne et 50 degrés pour l'articulation médiocarpienne. L'extension est limitée par cette excroissance, cette partie distale qui a une croix violette du radius et qui représente une butée des os du carpe et qui limite l'extension à 85 degrés. La flexion a la même amplitude, mais par contre, elle est répartie différemment, avec 50 degrés d'amplitude dans l'articulation radiocarpienne et 35 degrés dans l'articulation médiocarpienne. Ces mouvements sont schématisés tout à fait à gauche, en haut ou en bas, avec la représentation anatomique de la main. Les mouvements d'inclinaison sont également importants. Ces mouvements d'inclinaison se font autour d'un axe sagittal, qui est représenté par le point violet sur la deuxième rangée des os du carpe, et on assiste ainsi à des mouvements d'inclinaison radiale, inclinaison latérale, radiale étant plus anatomique. Cette inclinaison a une amplitude de 15 degrés. En effet, le processus styloïde du radius va très vite entrer en contact avec le scaphoïde et limiter le mouvement d'inclinaison radiale. Un mouvement mal contrôlé, ou passif avec une haute énergie comme une chute, va entraîner une rupture, soit du scaphoïde, soit du processus styloïde du radius. L'inclinaison cubitale est plus importante, elle développe 45 degrés, parce qu'il y a un vide sous-cubital qui est physiologique, qui est normal, que le ligament collatéral radial en dehors est plus souple que le précédent, qui est le ligament collatéral ulnaire, pour les mouvements d'inclinaison radiale. Ces ligaments latéraux limitent, l'un comme l'autre, l'amplitude de mouvement autant que les contacts squelettiques. Dans cet ensemble fonctionnel, pour l'inclinaison radiale ou ulnaire cubitale, l'articulation médiocarpienne est la plus mobile. L'association des mouvements, inclinaison, flexion-extension, mais aussi pronosupination, permet la circumduction de la main vis-à-vis de l'avant-bras. Pour cet ensemble fonctionnel du carpe, associant radius et les deux rangées des os du carpe, les traumatismes sont fréquents. Lors d'une chute, la paume de la main assure la réception avec le sol, mais selon l'énergie, la vitesse, le poids, eh bien, le traumatisme pourra blesser le squelette. La position normale de repos de la main, si vous laissez reposer votre main sur
le plan horizontal du bureau, eh bien vous verrez que spontanément elle prend la position du schéma. C'est-à-dire les doigts légèrement en flexion, une extension modeste, mais une extension de 45 degrés malgré tout dans l'ensemble radiocarpien, et une très légère inclinaison cubitale de 15 degrés. Cette position de fonction, qui est la position de repos, ou celle qui va précéder la préhension des doigts, doit être respectée lors de l'immobilisation plâtrée dans un traumatisme. Et il faut en effet placer l'ensemble des métacarpiens par rapport à l'avant-bras, par rapport au poignet, à 45 degrés.